Alors Axel, déjà merci beaucoup. Hein. Merci de m'avoir invité. On est ravis de t'accueillir. Et tu sais que c'est très sincère parce que quand on t'a contacté, c'était vraiment avec le cœur et on avait envie que tu viennes participer au Summer Festival. Et j'ai l'impression que vous avez été très surpris, mais ça m'arrive souvent en France, vous avez été très surpris de la vitesse à laquelle j'ai dit oui et j'ai répondu. Ouais. Mais moi, mes emails, c'est comme un chat, c'est pas dans la conversation, mais je réponds toujours très vite, donc je suis ravie d'être là. Effectivement, j'étais surprise d'avoir une réponse dans moins de 24 heures, je m'y attendais pas. Alors Axel, tu es à Avraise, tu as fait une partie de tes études à la Sorbonne. Oui. Et j'aimerais savoir ce qui t'a poussé ensuite à partir à Berlin pour travailler sur le projet Palomar 5. Oui. Et sur la thématique du futur du travail pour la génération numérique. Alors, je suis avraise d'origine, du côté de mon père, mais j'ai toujours habité à Paris. J'avais fait un an d'études, mon droit, en fait, ma dernière année en Erasmus à Londres, ma maîtrise. Et en fait, je suis partie en Allemagne, à Berlin, parce que je galérais en France, en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais fait plutôt des bonnes études, j'étais ce qu'on appelle plutôt une bonne élève, sautais mes classes, etc. Et puis... une voie qui était censée être toute tracée, ça ne s'est pas tellement passé comme ça pour moi. J'ai fini mes études et puis j'ai commencé à changer de job tous les 8 mois, entre des périodes de chômage. C'était vraiment le mot paumé. M'allait très bien à ce moment-là, j'avais 25 ou 26 ans. Et tout ce que je pensais que je voulais faire de ma vie, moi j'avais fait un master d'audiovisuel, etc. Tout d'un coup, c'était plus du tout ce que je voulais faire. Donc voilà, la crise existentielle, je ne sais pas comment on dit. Et puis en fait, il se trouve, alors maintenant ça va avoir l'air complètement ringard, mais... en 2008, il y avait un président qui s'appelle Barack Obama qui venait d'être élu et on parlait beaucoup de Twitter qu'il avait beaucoup utilisé pour son élection et du coup j'ai commencé à me brancher sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait j'ai commencé comme ça à une époque c'était une espèce d'expertise en fait qu'on pouvait proposer, mais je vous parle d'une époque où les marques ou les sites internet n'avaient même pas de bouton Twitter sur leur site et donc moi j'ai commencé à aider des organisations écolos à faire des campagnes Twitter, etc. Et je me suis fait repérer par le programme Palomar 5. Donc ça, le programme Palomar 5, c'était 30 personnes de la génération Y, entre 18 et 30 ans, venant du monde entier, pour réfléchir au futur du travail pour la génération numérique. Et alors moi, comme j'étais très très malheureuse au boulot, j'avais des tas de trucs à dire là-dessus. Donc j'ai présenté ma candidature, ils ont reçu 800 candidatures, ils ont pris 28 personnes, donc 14 nationalités en fait. Et donc moi, je me suis retrouvée la française au milieu. Il y avait des Canadiens, il y avait des gens vraiment du monde entier, d'Allemagne, d'Angleterre. C'était absolument passionnant, des Russes. Et donc je suis partie 3 mois en Allemagne. Ça a un peu changé ma vie. Moi, j'habitais dans une usine à bière de 20 000 mètres carrés. C'était vraiment les digital hippies, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il y avait Technicart qui était passé pour faire un papier et qui avait dit c'est Big Brother pour genre intelligent. C'est-à-dire qu'il faut imaginer 30 personnes avec leur laptop qui travaillent toute la journée. On avait une conférence à la fin des 2 mois où on présentait aux sponsors les travaux sur lesquels on avait bossé. Et moi, j'avais créé le Show Me Love Lab, How to Make Work Like Love, donc comment tomber amoureux de son travail. Parce que j'avais l'impression que la génération Y, c'est les gens qui sont nés entre 1980 et 1995. Il y en a beaucoup dans cette salle. En gros, vous les trouvez, du sens à son boulot, machin, dadada. Et du coup, en fait, j'ai créé ce site internet avec une nana qui était en thèse à Stanford, à la Design School. Et du coup, j'ai fait partie des 8 résidents qui, après l'Allemagne, sur les 28, ont été envoyés à San Francisco. Et je devais rester 3 mois, et en fait, je suis restée 6 ans. Voilà, donc effectivement, en 2011, tu es... 10. Tu es repérée par Scoop It. Ah oui. Alors d'abord, je suis partie toute seule. C'est-à-dire je suis partie dans le cadre de Palomar 5. Il restait un peu d'argent des sponsors. Ils en ont envoyé 8 résidents. Moi, je suis partie là-bas. Je devais rester 3 mois. Et puis en fait, j'ai adoré la Silicon Valley. Enfin, c'est tout le cliché. Et puis moi, j'étais yogi, geek, veggie. Enfin, j'étais vraiment une caricature. Donc, il faut que vous imaginiez pour quelqu'un qui est végétarienne, qui fait du yoga et qui est geek et qui arrive à San Francisco. Je sais pas, c'est un peu comme le paradis, quoi. C'était vraiment tous les clichés que j'imaginais de la Silicon Valley. Et il se trouve qu'en plus, l'endroit où je faisais ma résidence artistique, donc moi, je suis devenue résidente artiste. Bon hold-up, ça aussi. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'étais dans une galerie numérique qui avait été créée par le Google Labs, qui était le partenaire de Palomar 5. Et donc, en fait, c'est une galerie numérique. Il faut imaginer, vous avez des écrans comme ça, au mur. C'est pas du tout des tableaux, c'est des data visualisation. Et donc, moi, je me suis retrouvée à être artiste à la GAFTA. Et je ne peux pas faire ça, hein. Je ne peux pas mettre de data visualisation. Et du coup, en fait, j'ai essayé de faire le maximum quand j'étais... Bon, d'abord, je suis tombée amoureuse de la ville. Et du coup, moi, je suis arrivée là-bas, j'avais continué à travailler sur mon projet, j'avais une résidence artistique pour 3 mois. Et en fait, je me suis dit, t'es là, il y a des pure players qui se lancent en France. Donc, c'était 2010-2011.
Et je n'ai pas été voir Mediapart, mais j'ai été voir Read Wide Web, qui n'existe plus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, je leur ai dit, si vous voulez, moi, je serai vos yeux et vos oreilles dans la Silicon Valley. Je vais aller à toutes les conférences, je vais regarder ce qui se passe. J'ai commencé à organiser des événements à la GAFTA. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire sur ce qui se passait dans la Silicon Valley. Et Scoopit m'a repéré. Scoopit en tant que directrice marketing. Oui, en fait, moi, j'écrivais beaucoup sur ce qu'on appelait la curation. À l'époque, je ne sais pas, c'était le grand mouvement. C'était comment organiser les informations, etc. Et en fait, je me suis fait repérer par eux et je suis devenue directrice marketing de Scoopit aux États-Unis. Donc j'étais la première employée américaine et c'est comme ça qu'au lieu de rester 3 mois, je suis restée 5 ans, mais j'ai quitté Scoopit en 2013. Et tu retiens quoi de cette expérience chez Scoopit? Alors, que la start-up quand ça démarre, c'est canon. C'est-à-dire, moi j'adore les débuts de projet. Moi j'aime quand il n'y a rien et qu'il faut tout créer en fait. Donc moi, j'ai pas du tout d'angoisse par rapport à ça. Je trouve que c'est le moment le plus génial. En fait, c'est le moment de la liberté absolue. Donc moi, j'aime les débuts d'entreprise. Je me souviens que mes boss étaient top. Je me souviens qu'on va dans une boîte pour ce qu'elle fait et qu'on part d'une boîte à cause du management. C'est-à-dire que moi, ils étaient top, mes 2 managers, mais c'est-à-dire que moi, j'étais plus heureuse dans une équipe. J'ai compris que j'avais besoin de bosser seule. Donc ça, je m'en souviendrai. Je crois qu'on va toujours dans une boîte pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle représente, pour ce que... Et c'est rare qu'on parte... Enfin, moi, le produit n'avait pas évolué exactement comme je le voulais, mais c'était surtout un besoin de liberté. Mais c'est une équipe formidable. Et ouais, puis j'ai appris plein de trucs de la start-up qui démarre quand, en fait, le titre veut rien dire. Moi, je ne savais pas trop... D'ailleurs, à En Marche, ça m'est un peu revenu aussi de la même façon. C'est-à-dire, quand le titre veut rien dire du tout, il y a tout à faire. Donc, essayez d'être utile partout. On y reviendra après, effectivement, tu réagissais beaucoup en coulisses à ce que disait Edoui Plenel. Quand même, oui. J'aimerais qu'on revienne un peu là sur... Ceci dit, ce que je lui ai dit, et je le pense, les 2 meilleures interviews de la campagne de Emmanuel Macron, c'était chez eux. Vous les avez vues ou pas, les interviews de Mediapart? Il faut les voir. Vous les avez vues? C'est vraiment, honnêtement, on devrait voir ça plus souvent à la télé. Maintenant, il faut aller sur Internet. C'est vraiment 2 heures de discussion avec 4 brutes de journalistes. Il y a un très très bon candidat en face, et c'est vraiment excellent, quoi. Je dis même pas ça pour lui, je dis vraiment en termes de ce que devrait être le journalisme et de ce que devrait être un interview pour vraiment poser des questions sociétales dans une élection. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Tu parlais de la Silicon Valley, de San Francisco. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire des différences notables entre nos 2 pays en termes de valeurs et quel est aussi ton rapport à la notion d'échec? Alors, déjà, San Francisco n'est pas les États-Unis. Ça, c'est ma grande leçon. Donc, San Francisco vit vraiment dans une bulle. Et d'ailleurs, ils se sont pris Trump en plein dans la figure violemment parce qu'ils ne l'ont pas vu venir. Mais non, mais on finit par y croire à cette idée qu'en fait, le matin, tout le monde se réveille en sachant s'il va prendre Uber ou Lyft, quelle app il va brancher pour aller chercher son pressing. C'est ça quand même, San Francisco. Moi, c'est un endroit que j'adore. Mais ils vivent quand même là-dedans. Donc, c'est marrant parce que moi, j'ai été beaucoup critiquée pendant la campagne comme étant une espèce de produit de la mondialisation heureuse entre Berlin, San Francisco, machin. Mais au final, moi, c'est plus j'ai voyagé, plus je suis devenue sensible aux inégalités. C'est-à-dire, quand vous êtes à San Francisco, il y a quelque chose de très marquant, qui est que vous allez à une conférence sur la singularité à la Google University. Donc, la singularité, c'est vous et moi qui ne mourrons jamais. C'est-à-dire qu'en fait, la technologie, elle est exponentielle. On pense toujours le futur avec notre connaissance du présent, mais potentiellement, vous et moi être immortels, c'est possible, en gros. Et Google a mis des centaines et des centaines de millions d'argent, de thunes là-dessus. Et donc, vous allez à cette conférence-là. On vous explique, on sera des super-humains d'ici 30 ans. Et vous sortez de cette conférence et vous avez des routes publiques pourries, des écoles publiques pourries, des gens partout dans la rue. Et ça, cette espèce de choc-là, il était de plus en plus flagrant au fur et à mesure des années. Et Trump, il s'est nourri de ça et qu'il ne l'ait pas vu arriver, je trouve ça incroyable. Donc ça, San Francisco n'est pas du tout, la Silicon Valley n'est pas les États-Unis. Et d'ailleurs, moi, je ne supporte pas qu'on dise il y a une vraie Amérique et une fausse Amérique. C'est comme en France. Il y a malheureusement des villes et des campagnes qui ne se rencontrent jamais. Et l'enjeu, il est vraiment là. Il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre parce que cette Amérique urbaine, elle existe aussi. Donc la différence entre la Silicon Valley et la France, parce que c'est ça que je connais, honnêtement, à peu près tout quand même, je dirais, non, mais c'est un cliché, mais la culture quand même, elle est hallucinante. Moi, tous les clichés que vous avez sur la Silicon Valley, sur le côté you can do it, you are awesome et tout ça c'est vrai. Tout ça, quand vous arrivez, vous avez l'impression que vous êtes un warrior. C'est-à-dire, vous avez l'impression. Et quand vous arrivez de France,
que vous êtes galéré à mort, que rien ne s'est passé comme vous pensiez professionnellement, et que là vous arrivez dans un endroit où on vous dit t'es génial, you are amazing, tu peux le faire si tu as vraiment envie de le faire, ben moi ça fait du bien, quoi. Donc ça, il y avait ce côté-là un peu pénible, enfin un peu caricatural chez eux, mais qui est vrai, qui fait du bien, ce côté faut se lancer, faut le faire, crois en toi, quelque chose de très fort. Et cette culture de l'échec, enfin oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas la même culture de... L'échec, c'est pénible pour tout le monde, hein. Ils n'aiment pas ça non plus. Mmh. Mais c'est moins dramatique, il y a moins le côté loser écrit sur votre front pour toujours. Donc moi, quand j'ai créé Accel Agency là-bas, je pense que c'était beaucoup plus facile pour moi de le faire aux États-Unis qu'ici, parce qu'au final, je m'en fichais un peu. Enfin, je m'en fichais pas si ça plantait, non, mais d'ailleurs, je sais toujours pas si ça marche, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais moins les boules des conséquences. Puis j'étais loin de chez moi, j'étais loin de ma famille, il y a beaucoup moins de pression sociale. Et ça, du coup, effectivement, ce rapport-là. Et puis, ils ont un truc quand même. Ils sont... mais ça, c'est le côté côte ouest. Ils aiment essayer tout ce qui est nouveau. Ils n'ont pas besoin de payer pour voir, quoi. Ils sont... L'avenir ne leur fait pas peur. Ils en ont vraiment, vraiment envie. Et nous, c'est pas qu'on en a moins envie, c'est que... oui, peut-être qu'on a l'impression qu'on a plus à perdre, etc. Mais c'est pas eux qui inventent l'avenir. La Silicon Valley, c'est une proposition de ce que l'avenir peut être. Et moi, je ne suis pas forcément d'accord avec l'avenir qui nous réserve. Et nous, on a une autre proposition à offrir qui est très différente. Mais la seule chose qu'ils ont vraiment pour eux, c'est qu'ils veulent ce 21e siècle. Et nous, est-ce qu'on en a vraiment envie? Et quand on en a vraiment envie, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, tu parlais de ton agence. En 2013, tu crées un think tank. Dans lequel je suis toute seule. Accel Agency. Tu as pour clients Loïc Lemer, My Little Paris, Kickstarter. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer dans cette aventure? Le fait que j'étais bien nulle part ailleurs. Enfin, c'est vrai, c'est-à-dire que moi j'avais tout essayé. J'avais essayé la grosse boîte, j'avais essayé la start-up, et ça correspondait jamais complètement à ma personnalité, et ça correspondait jamais complètement à mon besoin de liberté. Je pense que tous les entrepreneurs dans cette salle, la liberté, c'est quand même un truc... qui est très fort. L'illusion de liberté parfois, parce que finalement il y a plein de contraintes, mais le fait de maîtriser ce qu'on fait, maîtriser sa vie, maîtriser son agenda et de porter une idée sur laquelle on est obsessionnel. Moi, à la limite, je suis plus une freelanceuse dans le sens où moi j'ai plein d'idées et j'essaye de les mettre en place. Un entrepreneur, un start-upper, il a l'obsession d'une idée et c'est sa balle de tennis, quoi. Il ne voit que ça. Et donc cette idée-là, elle devient obsessionnelle, mais il y a quand même cette liberté qui est très forte. Et ça, moi, ça m'a vraiment poussée à monter ma boîte en me disant maintenant tu as 32 ans, tu es contre le mur, hein, tu es bien nulle part, donc tu as vraiment la trouille, ça te fait vraiment flipper, tu sais pas exactement. Et puis il y a aussi, moi j'ai pas beaucoup de talent, mais je suis juste ultra obstinée et très curieuse. Et donc je me suis dit, ça, pour monter une boîte, ça sera peut-être utile, quoi. Et du coup, Accel Agency, je l'ai montée elle porte mon nom, l'agence, parce que c'était vraiment, voilà, moi il y a plein de choses qui m'intéressent. Finalement, le côté think tank, ça veut dire c'est avec moi que tu vas bosser, et voilà sur quoi je peux t'aider. Mais moi, je ne suis pas une agence de consulting avec un énorme brief client, mais c'était plus une envie de liberté et de partager ce à quoi je crois. Et bien avant de m'engager à En Marche, moi, j'ai toujours pensé que tout était politique. C'est-à-dire que tout n'est pas partisan, mais toute prise de parole, toute action est politique dans le sens où elle parle de votre vision de la société. Elle dit quelque chose de ce en quoi vous croyez, la boîte que vous montez, le service que vous avez envie de créer, la façon dont vous vous comportez avec vos employés, vos associés. Ça, c'est politique pour moi. Ça dit quelque chose de hyper important sur votre vision de la société. Et j'ai toujours vu mon agence comme ça. C'est juste un toit pour me greffer sur des missions qui parlaient de ma vision de la société. Oui, parce que tu t'es spécialisée notamment sur les nouvelles technologies. Oui, mais tu vois, par exemple, quand j'ai fait Kickstarter, pour moi, Kickstarter, c'était vraiment une de mes plus belles missions, parce que Kickstarter, c'est tout ce en quoi je crois. C'est vraiment reprendre le pouvoir sur la création, c'est-à-dire ne plus laisser un mec au 7e étage décider si un film où un livre doit se faire. C'est la collaboration, c'est l'intelligence collective, c'est la création, c'est les arts et les technologies ensemble. Moi, je suis persuadée que la boîte la plus innovante n'est pas la boîte qui a la plus grande technologie, c'est la boîte qui maîtrise les arts et la technologie. Et c'est Steve Jobs qui avait dit ça quand il avait lancé l'iPhone en 2007. Il avait mis derrière un espèce d'énorme écran où il y avait l'intersection liberal art et technologie. Il a dit voilà pourquoi Apple est la boîte la plus innovante du monde. Parce que nous, on est à l'intersection. On est à l'intersection des arts et des nouvelles technologies.
Et ça, c'est pour ça que c'est une boîte qui est ce qu'on appelle design thinking driven, c'est-à-dire que c'est vraiment une boîte de designers. Et d'ailleurs, moi, je crois plus qu'on peut monter une start-up sans avoir un très très bon designer avec soi qui pense de cette façon-là. Et donc, c'est vrai que pour moi, tout ça, c'est des thématiques qui sont hyper importantes. Et aussi, quand j'avais vu ça, je me suis dit, quand on pense art et technologie, moi, je pense pas forcément à la Silicon Valley, hein. Je pense plus à la France. Parce que nous, cette culture artistique, on l'a. On est reconnu dans le monde entier. Je crois qu'il faut vraiment, on se rend pas compte, mais moi, j'ai jamais été aussi fière d'être française quand j'étais à la Silicon Valley. Et donc, moi, c'est fou parce que c'est vrai que le French bashing, moi, j'en ai jamais fait. Je suis pas du tout rentrée les 2 premières années, mais plus parce que j'avais jamais trouvé ma place dans mon pays et que d'un coup, j'étais comme à la maison. Donc ça, c'est un peu addictif au début, mais j'ai jamais été dans le French bashing. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte de ce qu'on représente. Hein. Et on se rend pas compte. Et surtout, je me suis vachement rendu compte aussi de ma culture européenne. Moi, j'étais déjà très très européenne avant parce que j'avais fait Erasmus. Mais quand vous habitez aux États-Unis 6 ans, les gens avec qui vous connectez tout de suite, c'est les Européens. Il y a une espèce de culture commune qui est incroyable. Alors, tout à l'heure, tu nous disais que tu te sentais très bien à San Francisco. Les premières années, ouais. Enfin, oui, jusqu'à la fin, si. En préparant l'interview, il y a quelque chose qui m'a marqué, je te l'ai dit, c'est l'importance du développement personnel pour toi. Tu parlais du fait que tu étais végétarienne, que tu faisais du yoga. Quelle est ta morning routine et qu'est-ce que tu peux donner aussi comme conseil aux gens qui sont dans la salle par rapport justement à ce développement personnel et à l'importance de laisser une place pour soi? Alors moi, j'utilise plus développement personnel parce que j'ai l'impression que ça fait toujours très peur. Aussi. Moi, c'est plus une routine de créativité. C'est plus une routine de si je fais pas ça, je suis moins productive, je suis moins créative. Et donc ça fait juste... Alors moi, j'étais un peu comme ça avant les États-Unis, mais ça s'est pas arrangé dans la Silicon Valley, je dois dire. Parce que là-bas, méditer, vous passez pas pour une dingue. Si vous allez au yoga tous les jours, vous passez pas pour une dingue non plus. Donc, mais ça a vachement changé ça aussi en France. Du coup, moi j'ai pas de morning. Enfin, si j'ai une vraie routine, si pour le coup c'est vrai. Donc moi je fais du yoga tous les jours. Mais maintenant moi ça fait 9 ans que je pratique. Donc moi j'ai mon tapis. Tu vois, quand je me suis beaucoup déplacée pendant la campagne, j'avais mon tapis de yoga avec moi en fait. Et donc si j'avais une demi-heure avant, moi j'aurais jamais tenu la campagne. J'aurais jamais tenu un rythme pareil si j'avais pas mes ressources personnelles. Je ne sais pas comment on fait ça en fait. Donc moi j'avais mon tapis yoga, une chambre d'hôtel, je le déroule, entre 10 et 20 minutes de méditation par jour, donc ça plutôt le matin. Et moi il y a un livre qui m'a fait un bien incroyable, qui s'appelle The Artist Way, qui est génial, qui est comment réveiller la créativité et l'artiste en nous. Et donc c'est un bouquin qui est génial, qui se lit en 7 semaines, et il y a une des choses que j'ai vraiment gardées de ce livre, qui est les 750 mots par jour. Tu connais ou pas? Non. Bah, c'est écrire 3 pages sans réfléchir tous les jours. D'accord. Et c'est juste une façon, donc ça peut... Non, mais je sais pas si ça a l'air complètement... C'est dingue ou pas ce que je raconte, mais c'est beaucoup plus... Je vous assure que c'est beaucoup plus rationnel qu'on ne le pense. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment une façon de lâcher sa créativité, de ne pas se juger. Et donc le premier truc, c'est mets 3 pages n'importe où, dans le bus, n'importe quoi. Donc on dit que 3 pages, c'est 750 mots. Et tu écris comme ça sans réfléchir. Je le fais tous les jours depuis 1 an et 2 mois. Je sens les jours où je l'ai fait et les jours où j'ai oublié de le faire. Parce qu'il y a plein, et vous allez mettre vos angoisses, vous allez mettre les trucs qui vous saoulent, vous allez mettre vos idées du jour, c'est incroyable. Et surtout, ne pas se lire et se relire. Parce que sinon, on s'auto-juge tout le temps. Enfin, j'aurais pas... Mais en tout cas, The Artist Way, super bouquin, hein, si jamais... Mais c'était plutôt agréable de t'entendre parce que tu avais cette capacité justement à prendre du recul. On a souvent au quotidien la tête dans le guidon. Et voilà, ça me donnait le sentiment que tu avais pris un petit peu de temps pour réfléchir à ce qu'était ta vie, tes valeurs. Ah bah oui, et que tu avais réussi à trouver un rythme qui te correspondait, dans lequel tu te sentais bien. Oui, alors moi j'ai toujours une règle qui est ne jamais se dire non quand on dit oui aux autres. Et ça, dans le boulot, c'est très difficile. Dans une campagne, c'est compliqué, mais se respecter... Faire attention à soi, ne pas être gêné de dire non. Moi, en plus, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour bien bosser, honnêtement. Donc moi, j'avoue, j'ai un truc... je dis pas oui à tous les cafés, je dis pas oui à tous les dîners, je n'arrive pas à faire ça et à travailler, surtout si je suis sur un projet créatif. Donc ça, c'est très compliqué. Alors surtout dans une culture latine, parce que dans la Silicon Valley, c'est plutôt des geeks, donc ils sont pas très dîners qui durent 3h30. Ils sont pas très... C'est vrai, ils sont pas du tout terrasse de café, etc. Donc votre vie sociale se construit pas du tout comme ça. En France, beaucoup plus. Et donc ça, pour moi, quand je suis rentrée, c'était affreux parce que j'arrivais pas à gérer ça. Et en même temps, moi, gérer ma routine
ma routine créative. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris le temps de me connaître. Mais ça, on le fait tous les jours, juste pour savoir ce que j'aimais et pourquoi j'étais faite, en fait. Mais c'est vrai que aussi, c'est de façon très égoïste, la seule façon pour moi d'être bien et donc de bien faire ce que je fais. Tu parles beaucoup depuis tout à l'heure de... Non, je te l'accorde. Je suis désolée. Coupe-moi. Donc, non, mais je finis ma phrase. Tu parles beaucoup depuis tout à l'heure de campagne. Tu fais référence à la campagne. Oui, parce que c'est le dernier projet sur lequel j'étais. Voilà. Et donc en 2015, en 2016, on l'a dit, tu participes au lancement de Kickstarter, donc énorme plateforme américaine. En France. Et donc tu reviens en France et là, il y a 2 événements qui vont être assez marquants puisqu'il y a les attentats de Charlie Hebdo. Et puis il y a aussi des résultats aux élections qui te perturbent. Le premier, pour Charlie, je suis à Las Vegas, au CES. Et ça, alors là, horrible, affreux. Donc j'habite encore aux États-Unis. Et puis là, vous entendez ça, il faut vous imaginer. Vous avez déjà été au CES ou pas ? Non mais, donc vous voyez quoi, vous êtes au milieu des casinos, à regarder des objets connectés, et vous entendez ça, c'est une sensation absolument immonde. Et puis là, j'avais qu'une envie, c'est de prendre un avion et de repartir en France. Et il se trouve que j'avais un avion pour la France 3 jours après, complètement par hasard. Donc en fait, j'ai pris l'avion et je me suis retrouvée à la Marche, place de la République. Et là, je suis restée 10 jours en France. Ça m'a marqué quand même. Je suis rentrée aux États-Unis. Et puis, il se trouve qu'en fait, j'ai passé du temps pour Kickstarter en France. Je suis repartie. Et puis, en novembre, j'étais en France pour le boulot, pour quelques jours. Et donc, j'étais là le 13 novembre. Et là, vraiment... Là, mon ex-mari m'appelle et me dit « Est-ce que tu veux qu'on avance ton billet d'avion ?» Et j'ai dit « Non, en fait, je crois que je vais rester plus longtemps. » Et du coup, après, il y a le FN, il y a eu les élections régionales en décembre, et le FN était à 35%. Plus un jeune qui va voter et tout. Et là, je me dis, ok, je vais pas regarder ça des États-Unis, je vais pas vivre ça à 10 000 km. Là, j'ai eu un espèce de truc qui me dit, je rentre, je sais pas comment je vais m'engager, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais pas rester là comme ça. J'étais déjà très politisée, pas dans un parti, mais moi, j'étais assez engagée sur mes idées. Mais là, je me suis dit, 2017, ça va être l'enfer, quoi. Mais tu as toujours une culture citoyenne très forte, c'est ce que tu disais. Oui. Comment ça s'est passé la rencontre avec Emmanuel Macron ? Pour ceux qui ne le savent pas, donc Axel a participé activement à la campagne d'Emmanuel Macron, et c'est notamment aussi pour ça que tu as été autant présente dans la presse ces derniers temps. Oui, alors comment ça s'est passé ? En fait, c'est les jeunes avec Macron qui m'ont contacté. Donc moi, j'ai atterri à Paris le 1er janvier 2016. J'ai pris toutes mes affaires, j'ai pris 6 ans de ma vie, j'ai fait l'aller-retour, je suis repartie. J'ai atterri en France, à Paris, et donc je me suis dit, je vais remonter la boîte. Donc j'ai fermé Axel Agency aux États-Unis, je l'ai remonté en France. Et en fait, les jeunes avec Macron sont arrivés. Alors le retour en France dure quand même. Faut pas se leurrer. Rentrer après 5 ans aux États-Unis, dans la Silicon Valley et tout, j'arrive au milieu de l'hiver, violent. Mais cliché, mais très vrai. Et je pense que souvent, je sais pas s'il y a des gens qui ont habité à l'étranger dans cette salle, je pense qu'il y a des gens sous-estiment la violence pour les gens qui reviennent après 5 ou 6 ans quand même. C'est ton pays, et puis en même temps, tu sais pourquoi t'es parti. Puis là, tu fais le choix de revenir, donc toi, t'as changé, et donc il faut retrouver ta place, quoi. Et moi, c'est mon engagement qui a fait que je me suis sentie très bien en rentrant. Donc en fait, moi, j'avais repéré Emmanuel Macron, mais des États-Unis, quand il est venu... En fait, j'aimais bien qu'il rentre tout le temps dans le lard, quoi. De tout le monde qui dise un peu des phrases. Et puis, je sais pas, les invités surprises en politique, c'est tellement rare. Et puis... Pardon, j'ai un petit message. Et en fait, du coup... je l'avais repéré, mais je m'étais pas du tout, je l'avais rencontré, je l'avais croisé une fois au vœu de la French Tech à Bercy, et à Fier de nos talents. Et en fait, c'est les jeunes avec Macron qui sont venus me voir pour animer le premier débat de lancement. Donc c'était le 12 mars, avant le 6 avril, avant le lancement d'En Marche, sur inégalité et numérique. Et en fait, l'équipe d'Emmanuel Macron a vu la vidéo où je modérais. Et c'est eux qui m'ont contacté, en fait. C'est Ismaël Emélien, qui est aujourd'hui le conseiller spécial d'Emmanuel, mais qui en fait à l'époque faisait un peu tout en marche. Au début, c'était 3 personnes rue des Plantes, c'était vraiment, quand on y pense. Et en fait, ça c'est complètement fou quand même. Et du coup, Ismaël m'a appelé en me disant, on aimerait bien que tu lances le meeting de la mutualité le 12 juillet. Et je dis lancer, c'est-à-dire, ils me disent que tu ailles sur scène, que tu te dises pourquoi tu es rentrée en France, pourquoi tu as envie de t'engager. Donc je leur dis, mais je ne suis pas adhérente à En Marche. Et donc ils me disent, ça serait bien que tu le sois quand même. Et donc en fait, je me suis inscrite en marche le 11 juillet. Et j'ai décidé de raconter sur scène pourquoi. J'avais décidé pour une fois
d'aller au-delà de ouais, tout est politique, votre vie c'est votre message, mais de faire un truc que je pense, hein, mais de faire un truc un peu plus partisan. Et donc, à la Mutualité, je me suis retrouvée devant 3500 personnes, 400 journalistes, à lancer le truc d'En Marche. Et je vous raconte un truc, pour moi, qui était dingue, mais personne n'a relu mon texte. D'accord. C'est-à-dire, je dis, est-ce que ça intéresse quelqu'un Non, on te fait confiance, très bien. Et donc, je rencontre Emmanuel Macron la première fois, vraiment la veille aux répétitions. Et donc, il m'a juste serré la main. Il m'a dit, je suis hyper content que vous soyez là. Merci d'avoir dit oui. Ça va être top. Voilà. Donc, j'étais mais liquide, quoi, de stress. Que moi, j'ai appris la parole, mais j'avais jamais fait un truc. Enfin, je sais pas, il faut imaginer le mec qui joue le début de son mouvement, quoi. Je sais pas si j'imagine. Et donc, on te donne cette responsabilité à toi de lancer le truc. Et ensuite, de faire la Madame Loyale pendant. Et c'est très drôle, parce que si vous regardez la vidéo en ligne, ils m'ont dit donc, tu vas faire une arrivée à la fin du générique. Tu traverses la scène et tout, et bam, t'arrives. Et donc, moi, je pense que c'est plus cool si je démarre assis sur les escaliers avec les jeunes, là, comme ça. Ils me disent, ouais, très bonne idée, mais en fait, c'est parce que j'étais tellement stressée que je sentais plus mes jambes. Donc, en fait, je pouvais pas bouger. En fait, je me suis dit, en fait, je vais le moins possible. Donc, en fait, si tu regardes la vidéo, d'ailleurs, maintenant, tu le sais, mais en fait, j'essaie d'être cool, mais c'est parce qu'en fait, j'ai les jambes qui flageolent, quoi. Donc du coup, j'ai fait je vous donne tous mes tips. Et en fait, du coup, j'ai fait le lancement. Et là, c'était un moment assez incroyable. Et en fait, j'ai revu l'équipe à la fin du mois d'août et ils m'ont demandé de devenir déléguée nationale à la rentrée. Tu es l'une des 9 déléguées nationales. 9 déléguées, mais c'est pareil. Moi, je dis à Emmanuel Macron, mais moi, j'ai jamais fait de politique de ma vie, quoi. Il m'a dit, bah justement. Donc en fait, il m'a dit, la promesse pour nous, c'est vraiment de mettre des citoyens, des gens, de faire monter les gens, en fait, des citoyens qu'on n'a jamais vus. Il dit, dans les délégués, il y aura 3 associatifs, 3 politiques, 3 sociétés civiles. T'es une des sociétés civiles, avec un prisme plutôt numérique, etc. Et donc, il me dit, bah, tu seras déléguée nationale. Là, encore une fois, c'est le genre de titre, ça veut rien dire pour moi. C'est-à-dire, je me dis, bon, bah, je vais en faire ce que j'ai envie d'en faire, quoi. Bon. Et donc, c'est ce que j'en ai fait pendant 8 mois. Je vous invite, pour ceux qui voudraient prolonger un petit peu la réflexion, d'aller voir les différentes interviews d'Axel sur le sujet. Les vidéos, voilà. Dernière question, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, mais on t'a vu, comme je le disais tout à l'heure, énormément sur les plateaux télé, dans la presse. Enfin, j'étais assez bluffée de voir la couverture médiatique que tu as eue. Et en gros, tu symbolises la réussite au féminin. En tout cas, c'est comme ça que ça a transpiré dans les articles. Et je voulais savoir, tu soutiens aussi des initiatives comme Paris Pionnière. Est-ce que tu penses qu'on a réussi à dépasser... On est dans une époque qui a réussi à dépasser les stéréotypes de la femme dans le numérique ou pas encore? Est-ce qu'on est dans une époque qui a dépassé les stéréotypes de la femme déjà? Ouais. Non, mais c'est marrant quand tu dis, alors sur les articles, la presse, etc. Moi j'ai un rapport hyper ambigu à ça parce que je sais que quand j'y allais, je savais ce qui allait se passer. Moi j'adore partager mes idées, donc je suis pas quelqu'un de timide. Et en même temps, cette exposition-là, c'est très violent. C'est quelque chose... les trolls sur Twitter, etc. Tout ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ne s'engagent pas en politique. Mais sachez qu'on s'entraide entre soi. Moi, j'ai découvert beaucoup En Marche et dans le collectif la sororité, qui est l'entraide entre femmes, et la bienveillance. Je sais qu'on s'est beaucoup moqué de nous, mais ça existe vraiment. Donc moi, j'ai eu un rapport très ambigu à cette exposition, parce que ça peut être violent, parce que c'est pas... Et puis moi, j'ai le syndrome de l'imposteur. Donc, tu vois, quand tu dis réussite au féminin, j'ai qu'une envie, c'est de te dire, mais attends, moi, je suis toute seule dans ma boîte, il faut que je la relance. Je sais, tu vois, j'ai un rapport à ça qui est très compliqué. Et du coup, d'ailleurs, je ne sais... Réussir pour moi, c'est juste que tes talents rencontrent les besoins du monde. Moi, c'est mon seul objectif. Et que, du coup, là, il y a ta vocation et que tu passes du temps à faire ça. C'est ça, pour moi, la réussite. Donc là, pendant 1 an, j'étais dans une mission, dans un projet où j'avais l'impression que ce que je sais faire, ce que j'avais envie de faire, ce qui me porte, rencontrait un des besoins de mon pays à ce moment-là. Et donc ça te porte d'une façon incroyable. Mais ça peut être dans n'importe quel projet. Donc sur le féminin et le numérique, moi, je suis féministe parce qu'on ne peut pas ne pas l'être. Mais les stéréotypes, je ne les ai pas rencontrés que dans le numérique, tu vois. Je pense qu'il y a plein de... Même moi, je dois en avoir... Tu vois, même le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est le syndrome de l'imposteur? Les femmes dans cette salle savent. Tu vois, parce que... Non, mais c'est vrai. Moi, je l'ai beaucoup plus... Non, mais il y a des hommes aussi. Mais je sais que j'ai beaucoup plus rencontré chez des femmes. Et ça, c'est les trucs que nous, on a intégrés. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est de croire qu'en fait, on a tout ce qu'on mérite ou le succès qu'on nous renvoie n'est pas dû à nous. C'est un coup de bol. Et en fait, plus tu grimpes,
plus le syndrome d'imposteur est difficile à vivre. D'où mon rapport aux médias, machin. Tu sais, moi, il y avait des articles genre l'entrepreneur qui a l'oreille d'Emmanuel Macron. Et moi, j'ai toujours aux journalistes, je dis, mais attendez, vous savez, Marc Simoncini, il a créé beaucoup plus d'emplois, tu vois. C'est pénible. Hein. Donc, la seule façon de lutter contre le syndrome de l'imposteur, c'est d'en parler, déjà. Et c'est comme la peur, ça se traverse. Et moi aussi, c'est autre chose, et tous les entrepreneurs dans cette salle le savent. La peur, c'est quelque chose à laquelle j'aime me confronter pour la dépasser. Et dans le projet que j'adorais En Marche, c'est que j'allais être y confrontée tout le temps. Tu vois, quand on te demande de faire Bercy, 25 000 personnes, tu sais jamais si tu peux le faire avant qu'on te demande de le faire. Et donc moi, j'ai ma ligne qui est, si je dis non parce que j'ai pas envie, c'est OK. Si je dis non parce que j'ai vraiment le truiomètre à zéro, je suis pas d'accord. Et donc ça, il faut toujours se reprendre. Et sur les femmes, moi aussi, je me dis toujours, s'il y a une nana qui me voit faire ça et qui se dit si elle peut le faire, parce que moi je suis juste une citoyenne qui s'est engagée, ou je suis juste une nana qui a monté sa boîte dans le numérique, s'il y a une femme, tu vois, qui se dit bon bah si elle peut le faire, je peux complètement le faire, pour moi je fais quelque chose d'important, c'est mon engagement. C'est pour ça que je suis au board de Paris Pionnière, qui est un incubateur qui n'accueille que des boîtes où il y a au moins une femme cofondatrice. Donc ça pour moi, au-delà des discours, au-delà des combats et tout, c'est juste, chacune à notre échelle, on est un petit rôle modèle. On n'est pas petit, on est un rôle modèle. C'est ça qui est important pour moi. Bon, bah écoute Axel, ouais, je pense qu'il va y avoir pas mal de personnes frustrées dans la salle parce que je sais que certains avaient envie de te rencontrer et de te poser des questions. Malheureusement, on va te libérer parce que sinon tu vas rater ton train. Absolument. Sache que tu retrouves Edoui dans le train. Prenez le même. Formidable. Voilà, vous allez et si jamais il y a des discuter. questions qu'on n'a pas pu, enfin des conversations qu'on n'a pas pu avoir ensemble, mon email c'est axel, AXE2LE, @axelagency.com, axl@agency.com. Voilà, parce que moi je sais que j'ai été trop frustrée quand il y a des gens que je voulais. Enfin, ça m'arrive tout le temps aussi, donc voilà, mon email, je suis tout à fait disponible à répondre aux questions et tout. Voilà, merci beaucoup. C'est très gentil.